rendu en fin de la discussion. On a un peu plus de 15 minutes. Merci donc aux orateurs d'avoir accepté d'être bousculés et d'avoir permis de gagner 2 minutes en faveur des questions. Je vous propose de reprendre le programme. Y a-t-il des questions adressées aux informaticiens qui ont ouvert la session de l'après-midi? J'avais une question sur CISRA. 3 niveaux. La première question, c'est est-ce que le patient a la possibilité de valider ou d'invalider les médecins qui ont accès à son CISRA? La deuxième question, est-ce qu'un patient peut annuler son dossier CISRA ou le modifier ou supprimer les documents qu'il ne souhaite pas mettre à disposition? Donc, en gros, savoir si le patient a accès à son dossier CISRA, c'est bien lui qui déroule. Et la troisième, c'est plus syndical, j'aimerais savoir qui est derrière CISRA, quelle est votre structure juridique et qui finance CISRA. Donc moi je suis de la partie FUGA, je CISRA, mais je pense pouvoir répondre à une partie des questions. Le GCS CISRA est soutenu par l'ARS, en fait c'est le bras armé de la politique et du soutien de l'ARS concernant le partage d'informations entre établissements, enfin de manière générale au niveau des systèmes d'information et de partage de données de santé au niveau de la région, donc c'est plutôt soutenu par l'ARS. Et le modèle économique, c'est soutenu projet par projet. Chaque projet est identifié, un financement particulier, et c'est le modèle économique du GCS CISRA. Concernant les droits d'accès aux dossiers MyFuga, MyHCL, etc., donc le patient peut supprimer son dossier, s'il a la possibilité de le supprimer tout court. Par contre, à partir du moment où il ouvre son dossier, forcément, tous les professionnels de santé sont susceptibles de l'alimenter. Donc, il n'a pas le patient voit tous ces documents, il a la traçabilité de qui accède à quoi. Je ne suis pas sûr de savoir s'il peut supprimer un document, mais le MyFuga est quelque chose que l'on envoie vers le patient. Donc en fait, à l'intérieur de l'établissement, on ne va pas consulter ce qu'on a transmis, on consulte les informations qui sont déjà disponibles. Donc finalement, c'est un petit peu comme le DAP, on va pousser l'information et on ne la... En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas la récupérer. En tout cas, on ne va pas récupérer les informations mises à disposition par les autres établissements. D'accord. Ma question, c'était par rapport au RGPD ou par rapport au secret médical. La question, c'était, dans la mesure où on envoie tous nos courriers par CISRA, mais CISRA crée une base de données sur un patient identifié, est-ce que cette base de données peut être supprimée par le patient s'il le souhaite? Alors en termes de sécurité, évidemment, ces informations-là sont hébergées chez un hébergeur agréé de données de santé, enfin tout ce qui va bien sûr. Par contre, le patient conserve le droit de supprimer son dossier. S'il le souhaite, il y a une adresse et on envoie l'information, la demande à un interlocuteur côté Grenoble ou peu importe la structure, qui a la possibilité de supprimer le dossier. Donc il est complètement supprimé et n'est plus accessible, principalement par le patient, puisqu'en fait les professionnels n'y accèdent pas, on envoie de l'information. Marie-Thérèse Letcher, je dirige le service de dermatologie, je suis aussi chef de pôle et je suis vice-doyenne aux carrières hospitalo-universitaires et à la qualité de vie au travail, un poste récemment créé. Je m'exprime parce que je suis un peu désolée qu'il y ait aussi peu de médecins du CHU qui soient là, parce que oui, il y en a, mais quand même par rapport à la masse salariale que nous a très bien montré notre collègue et ami Didier Leger, et par rapport aux problématiques qu'on a et à l'avenir qu'on a à donner à notre système de santé, alors probablement Didier qui sont beaucoup sous l'eau là en train de marner, voilà, probablement qui sont peut-être pas bien informés des enjeux à venir aussi. Mais ce que je vois aujourd'hui, puisque je suis là depuis une partie de la matinée, c'est qu'il y a pour moi des initiatives vraiment de collègues, de soignants qui s'impliquent, et on voit bien qu'il y a de la force active qui veut restructurer, et que nous, pour pas tous s'asphyxier la ville comme nous au CHU, on a intérêt de porter l'avenir de la santé main dans la main et de travailler tous ensemble. C'est pas gagné, c'est très cloisonné.
Donc en attendant, donc, par rapport à ça, je vais m'exprimer en tant que vice-doyenne, et notamment pour Agnès Capéran, dont je connais bien le papa, forcément, dermatologue, voilà. C'est chez nous, aujourd'hui, avec la réforme du 3e cycle, normalement dans la dernière phase de l'internat, c'est fait notamment pour que les jeunes découvrent le monde libéral et pour pouvoir justement leur faire découvrir ce monde libéral et ça leur donne envie de s'installer aussi dans le monde libéral. Mais en dehors de ça, je dirais en amont, moi je suis très favorable pour qu'il y ait des échanges beaucoup plus précoces, parce qu'on ne pourra construire que si vraiment, c'est ce qui a été montré ce matin sur le plateau du Vercors, après avec des seniors, mais c'est pareil avec les jeunes, que si on fait du transversal. Donc je voulais savoir notamment sur la problématique des urgences aujourd'hui, avec un récent cadre des urgences derrière. Est-ce que vous mettez en commun des moyens et qui passent de la ville, parce que l'important c'est pas de rester cloisonné ni sur la ville ni sur l'hôpital. Donc vous mettez des jeunes et justement avec de l'échange, et je vois une autre collègue qui travaille sur le post-urgence. Est-ce que ça, c'est en cours d'organisation? Et c'est vrai aussi pour nos disciplines, après plus de spécialités, mais déjà sur la problématique des urgences qui nous étouffe tous dans les organisations. Alors, pour répondre déjà par rapport aux tout jeunes étudiants, on a eu écho d'un projet hyper intéressant à Lyon, dès la 2e année, des stages en 2e année de médecine. Donc nous, on s'est tout de suite présenté pour dire, nous on est partants, on accueille les jeunes le plus tôt possible. Pardon. On accueille les jeunes le plus tôt possible parce qu'en fait l'idée c'est de redonner un peu la foi et de parler de médecine avec positivisme et puis surtout avec un vrai projet en disant c'est un métier d'engagement et si on est à sa place, et bien voilà ce qu'on peut faire. Parce que vraiment nous, ce qui fait que des médecins quand même me rejoignent, c'est que j'ai ce projet d'équipe derrière. C'est-à-dire que dès qu'on est en difficulté dans une démarche diagnostique, dans le diagnostic, mais aussi dans sa prévention, on s'appelle tout de suite. Donc, alors par rapport aux internes et aux externes, si je puis me permettre, c'est un vaste débat, ça correspond un petit peu à ce que j'ai vécu avant, que je ne souhaite plus vivre, et je fais la demande officielle à l'ARS, j'ai fait un courrier, encore un énième courrier, pour demander, parce que les internes, les jeunes médecins viennent tous travailler dans ce cabinet, parce qu'après, ils peuvent aller n'importe où en rural. Parce que dans ce cabinet, on voit à peu près 300 douleurs thoraciques par an, on voit énormément de dermatos, énormément, c'est-à-dire que c'est incroyable, et justement, ils le disent tous, c'est passionnant. Parce qu'ils font on a fait un diagnostic de syphilis primaire il y a peu de temps, on voit en fait des patients, c'est vraiment le cabinet de soins non programmés. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ne savent pas où aller et qui vont là parce que c'est au centre de la vie. Donc, je rêve d'avoir des internes, je rêve d'avoir des externes, parce que c'est aussi pour communiquer à l'étudiant ce qu'est la médecine de ville. C'est-à-dire cette démarche intellectuelle qui nous permettrait, si je pu me permettre, et là je me retourne vers les urgences, quand on vous appelle, s'il vous plaît, demandez à vos internes de se présenter. S'il vous plaît, ça fait 15 ans que je fais de la garde, j'en ai fait des gardes, j'en ai fait encore tout cet été. J'ai eu 2 fois un médecin en 15 ans de travail qui a répondu « Bonjour, docteur Agnès Capéran. Si je dis que je suis médecin généraliste, tout de suite le ton est prétentieux et le médecin interne, jeune médecin, excusez-moi, le tout petit genou en face qui n'est pas en face du patient et m'explique la situation du patient. Et par contre, si je dis que je suis urgentiste, alors là ça change un peu, je suis un peu mieux respectée. Donc moi j'attends ça avec impatience. Merci Agnès pour ce témoignage qui est au point de... Mais l'échange qui vient d'avoir lieu me rappelle une démarche déjà de Didier Leger, représentant des externes, des étudiants hospitaliers au conseil de faculté, qui était allé secouer l'établissement parce que le nombre de postes d'externes affectés au SAMU avait été diminué de 50%.
et je lui rends hommage une fois de plus, parce qu'on avait été restauré. Et pourquoi, madame? Parce que la faculté de médecine apprend beaucoup de choses, mais c'est au contact du malade, vous en savez quelque chose, que les médecins se forment. Et il y a une adaptation de la formation qui est à faire. L'un de vos prestigieux prédécesseurs m'a dit un jour, offusqué que nous fassions de l'enseignement de la gestuelle de l'urgence au centre d'enseignement des soins d'urgence, mais enfin, M. Montanex, nous, à la faculté, on fait de l'enseignement, et vous, vous faites, comment elle s'appelle, l'école de techniciens Grenoble, l'école Vaucanson. J'étais très fier de former des générations style Vaucanson, parce que quand je vais dans l'Ouest et que je rentre dans un hôpital, on me dit « Ah oui, les internes qui viennent de chez vous, eh bien, ils font des choses qu'on ne fait pas d'habitude. » Donc, l'appel de Mme Capéron est tout à fait mon avis. Je voudrais vous répondre de façon amicale. Ça va être aussi synthétique pour l'intervention. Il y a ça 5 ans, j'avais présenté un projet au CHU, un projet de 10 formations d'accueil des internes, un terrain de stage 6 mois, avec un projet constitué, c'est-à-dire que chacun de mes collègues chirurgiens, je dis un chirurgien, allait déposer un projet. Ce projet a capoté pour 2 raisons. Le premier, c'est que certains professeurs, chefs de service, s'opposaient à ce que les internes aillent apprendre des choses en privé, comme si le privé, c'est la honte. Et le deuxième, c'est que les internes disent « mais on ne connaît pas cet établissement, la Clinique Beldon, on ne connaît pas ». Donc ce projet a complètement capoté. Et je me rappelle une histoire à l'origine de ça. Quand j'étais interne en chirurgie, le professeur, à l'hôpital, au CHU, le professeur qui m'enseignait, il ne parlait pas beaucoup. Mais par contre, il parlait beaucoup aux externes. Il s'intéressait aux externes et pas aux internes. Quelle est la raison? La raison, il dit, moi, ma clientèle, c'est avec les externes. C'est avec eux que je vais travailler. Avec les internes, c'est avec des concurrents. Donc, surtout pas. Non, j'ai posé une question sur la dernière, puis après on terminera avec la étude sur le maintien, Arène et Prudence, étude sur le maintien des modifications de prescription, la relation et l'interprofessionnalité avec les médecins, au travers de tout ce que vous avez fait. Comment valoriser ça auprès des médecins prescripteurs, avec la conciliation, avec les modifications de prescription, pour pouvoir justement développer cette idée d'interprofessionnalité, que ça ne reste pas entre la pharmacie d'officine et la pharmacie hospitalière, mais que ça profite aussi aux prescripteurs, au travers de la pertinence de la prescription. Et après, Cédric, je prends le micro. La dernière question. Oui, ça marche. Cet après-midi, ça marche. Alors, c'est vrai que du coup, tout va résider dans le partage d'informations. Et donc, du coup, ce tableau-là qu'on a présenté est maintenant intégré dans les comptes rendus d'hospitalisation. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille justement, de travailler des formulaires sur la conciliation médicamenteuse pour ISI notamment. Est-ce que ça peut rentrer dans le DFP? Oui, tout à fait, ça fera partie des documents qu'on peut tout à fait intégrer au même titre que n'importe quel document d'hospitalisé. D'accord. Je pense que par rapport à ta question, il y a une chose qui est importante, c'est la mise en place très récente, parce que j'en ai été informé cette semaine, des stages interprofessionnels médecins-pharmaciens, puisque les internes en médecine vont pouvoir, de manière officielle, venir dans les officines faire un stage. Donc je pense que ça sera une bonne démarche. Merci. Médecin de lycée Passe-Souvent. Et des questions concernant la dernière intervention. D'ailleurs, je vous remercie et je félicite. Vraiment, c'est intéressant le travail que vous avez mené et les résultats que vous avez. J'ai 2 questions par rapport à ça. C'est que, en fait, l'expérience dans le cas du CHU, c'est quelque chose, c'est un
très gros service offert et aux services et aux patients et à l'ensemble de la prise en charge, mais qui est limité à certains services et les autres services, rien du tout. Et pourtant, c'est aussi des services qui prennent en charge des patients chroniques, qui ont des maladies chroniques, des patients qui ont des modifications thérapeutiques. Donc, c'est très bien, mais en même temps, comment vous voyez la possibilité d'étendre aux autres services. Et l'autre question, mais à laquelle vous avez déjà répondu un petit peu, c'est que nous sommes, en niveau légal, nous sommes dans la réglementation de la fiche de liaison, qui est une fiche de liaison qui a été non seulement pensée d'un point de vue médical, mais quand on lit quand même aussi les obligations légales de dossier partagé, c'est une fiche de liaison qui pourrait être une fiche de liaison pluridisciplinaire au moment de la sortie du patient. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de travailler vraiment tous ensemble. Je sais que avec le déploiement de PISI, c'est un petit peu l'objectif, pour que ce document ne soit pas purement une production médicale ou purement une production pharmaceutique, mais pas empiler les différents documents, mais qu'on aboutisse à un document commun, y compris avec éventuellement les assistantes sociales, les kinés, etc. Si on avait un outil, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette opportunité-là, d'avoir le même outil, le même partage d'informations et pas donner toute l'information qui concerne le patient au patient et pas multiplier les différents biais des différents canaux. Alors au sujet des services ciblés pour la conciliation d'entrée et de sortie, là c'est vraiment le début, donc il n'y a que 2 services pour l'instant ciblés pour la conciliation de sortie, mais le but c'est de développer à tous les services qui ont des externes et des internes en pharmacie, parce que c'est pas possible de le faire sans pharmacien, donc sans externe et interne. Donc là, la conciliation d'entrée, elle est faite sur 13 unités, je crois, au CHU pour l'instant. Donc à chaque fois qu'on a un interne en pharmacie, et elle est faite à plus bas niveau, enfin, non, c'est-à-dire ça comme ça, mais plus légèrement quand on a des externes en pharmacie, mais si on ne veut pas le développer partout, c'est je pense clairement par manque de moyens humains et de pharmaciens dans les unités. Et donc pour la sortie, le but c'est de le développer à tous les services. Et au sujet de la lettre de liaison, il y a déjà des études en cours au CHU, notamment en médecine interne, pour que le tableau soit inclus à la fiche de liaison comme il est inclus en gériatrie au compte rendu d'hospitalisation. C'est vrai qu'avec EasyLi, on va avoir la chance d'avoir une saisie unique, enfin, on va essayer de tendre à ça. Et du coup, tous ces outils-là, cette fiche-là, elle sera générée à partir de données qu'on peut partager, qui seront aussi des formulaires pas forcément réservés au métier pharmacien. Hein. La conciliation, c'est pas que le pharmacien dans la réglementation et dans les objectifs et les projets. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser une saisie unique. Donc dans la concile, on va être clairement embêté avec la retranscription des ordonnances habituelles du domicile. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Il y a des groupes de travail qui se montent justement pour qu'on puisse intégrer cette étape de conciliation aussi bien à l'entrée qu'à la sortie dans un formulaire. Voilà, qui soit intégré dans l'hospitalisation et disponible et qui génère, on va dire, un tableau de conciliation dans la lettre de sortie ou la fiche de liaison à la sortie. Merci mesdames pour cet échange très riche entre pharmaciennes. Y a-t-il une question pour l'exposé de madame Dénès? L'université des patients. Et Madame Gohan. Est-ce que le directeur de la qualité de la communication est encore ici? Non, il va revenir tout à l'heure car il a une réunion importante sur la qualité qui règne dans son établissement. Non, parce que c'était intéressant d'écouter Madame Baran sur le parcours fluidifié, mais en fait qui est un parcours d'obstacles. Je traverse pour essayer d'arriver jusqu'au médecin. Donc je voulais savoir si en termes de communication, enfin, de signalétique, etc., il y avait eu des efforts. Parce que c'est quelque chose que nous avons vécu, nous sommes encore en train de le vivre sur un terme de communication, il y a eu des efforts de fait. Est-ce que c'est... Je voulais savoir, je voulais interviewer le directeur de la communication là-dessus. Et si tu veux. Juste un mot sur la place du patient, je ne vais pas rester à la discussion générale. Et bien sûr que le patient, j'expérimente ça parce qu'on est en train de construire le parcours territorial pour l'oncodermatologie, donc la cancérologie cutanée, qui est un
des grosses activités. Et au cœur de ce parcours, les patients travaillent avec nous. Donc il y a des gens de l'université des patients qui viennent, et puis des patients vraiment qui ont des problématiques. Et que c'est de la même façon que l'évolution du système de santé, la construction doit se faire avec ce que tu disais tout à l'heure, Didier, ça peut être que les gens qui sont au contact du patient et qui doivent construire ça avec l'aide après de gens qui ont les expertises pour nous aider. Mais de la même façon, le patient, c'est vraiment le patient qui nous donne, parce que dans cette construction, aujourd'hui, à côté des soins techniques, qui n'est pas tellement la problématique, c'est tout ce qui est social, accompagnement aussi pour reprendre le travail, les thérapeutiques complémentaires, etc. Et c'est tout ça. Et les patients, vraiment, sont des... Et puis nous donnent des idées aussi, et nous aident même à monter ces parcours, parce que j'ai un de ces messieurs qui nous aident à montrer le plan de financement, parce que c'est pas tout de vouloir construire, mais après on a quand même besoin de financement. Et sont des ressources, je dirais, pour construire l'évolution de la santé très très importantes. Donc je pense que les patients ont toute leur place. C'est vraiment un vecteur de communication, et justement on leur apprend à communiquer et à discuter d'un à un avec le médecin. C'est vraiment important, et leur expérience, leur savoir, les stratégies qu'ils ont mis en place pour travailler, pour vivre avec leur maladie, ça c'est vraiment un plus, et ils peuvent vraiment aider d'autres patients en fait. C'est vraiment une communication qui est très importante. Voilà. Marie-Thérèse, lorsque j'ai reçu un mail où j'ai senti une frustration de ne pas avoir été conviée, je suis particulièrement heureux que tu aies pu t'exprimer au sens institutionnel et donner tes idées. Voilà. C'est surtout, là je vous parle de l'oncodermatologie, mais dans les collègues à l'hôpital, il y en a plusieurs qui travaillent ces parcours avec des patients. Je pense à la diabétologie, enfin, la filière insuffisance rénale chronique, la rhumato, on en a un peu parlé. Et il y aurait des choses à montrer, et à mon avis, pour certaines, qui ne se travaillent pas assez en lien, justement, avec la ville, avec le territoire. Donc c'était pour ça que... Non, mais je suis content quand je vais faire engueuler pour la bonne cause. C'était pas une engueulade, c'était très amical. Ah, ben je vous en prie, non seulement. Oui, vous m'entendez là? Je voulais juste dire qu'il était facile de mesurer le gouffre qu'il y a entre le monde de M. Lyon, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, et le mien. Et je dis le mien, bien sûr, je suis un symbole vivant. Je pense que le concept d'utilité reste forcément dans l'abstraction, la théorie, la projection politique, et que le patient, eh bien, il est dans le réel, le concret, les pieds dans la boue et dans la maladie. Je pense que le jour où on arrivera à relier ces deux univers, on aura fait un grand pas. On en est très très loin, je pense. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des directeurs malades ou patients pour que ça avance? Directeur médecin-patient. Il faut un directeur. Vous avez un DMP? Autre question? Et puis autrement, on passe à la... Moi j'en ai une. La question traditionnelle, monsieur. Vous pouviez lever la main là. Juste une question à monsieur. Une question à monsieur Didier Leger. Moi je suis Baptiste Barjou, je m'occupe d'un petit réseau de santé qui fait de la coordination de soins et de l'éducation thérapeutique. Donc j'ai apprécié votre exposé sur la carence médicale. Soit dit en passant, quand même, je comprends mes collègues médecins qui ont envie d'avoir une famille en tant que fils de médecin. Je trouve ça bien qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Enfin, bon, je ne vais pas pleurer, mais je trouve ça chouette. Et je comprends la problématique. Ma question, c'est quid de la délégation de tâches, parce qu'on a beaucoup entendu des problématiques intermédecins, spécialistes, etc. Est-ce que les autres professionnels de santé ne peuvent pas avoir un rôle à jouer, et pourquoi pas utiliser les outils de télémédecine en parallèle pour essayer de potentialiser, pour essayer d'avancer un peu sur ce problème qui semble a priori insoluble, mais je pense qu'il peut avoir quelques petites pistes de réflexion sur ce plan-là. C'est une très bonne question. La problématique qu'on a aujourd'hui au niveau national, c'est que la délégation de tâches est demandée, voulue essentiellement pour des raisons économiques.
C'est-à-dire qu'on veut, dans l'activité des médecins, on a tous un certain nombre d'actes qui sont finalement surpayés. C'est-à-dire que le vaccin, par exemple, c'est un bon examen, on n'a pas besoin de faire 10 ans d'études pour faire un vaccin. Le problème, c'est qu'on a besoin de faire 10 ans d'études de formation pour le patient polypathologique, diabétique, stenté, cancer de prostate, métastatique ou la maladie neurologique dégénérative. Le problème, c'est que le paiement à l'acte fait que l'acte de 3/4 d'heure, alors ça a un petit peu changé avec la constitution complexe, mais qui devient tellement complexe en termes de facturation de l'organisation que ça reste complexe. Moi, je défends depuis bientôt 20 ans la constitution pro rata temporis comme on l'a fait en Suisse, avec un ticket modérateur qui fait que le malade n'a pas intérêt que ça dure 1 heure, mais si ça dure 1 heure, le médecin qui le soigne, il peut être payé. Donc la délégation de tâches, elle est voulue aujourd'hui essentiellement pour des raisons économiques, et donc elle va déshabiller les entreprises médicales libérales de tous les actes plutôt simples, pour être donnés à des pharmaciens ou à des infirmières ou autres, finalement moins bien payés que ce qu'elles ont été payées aux médecins. Et ce que moi je défends depuis longtemps, c'est une délégation de tâches au sein d'équipes médicales. Or, l'entreprise médicale libérale n'est pas aujourd'hui en position de salarier, par exemple, des infirmières pour l'aider, ou des chirurgiens, des médecins généralistes, parce que la structure juridique n'existe pas, à part la CISA, mais la Société d'exercice libéral, la CEL, ne peut pas le faire, la SCP ne peut pas le faire, et en fait, aujourd'hui, on n'a pas réfléchi à l'équipe médicale libérale au sein d'une même organisation, d'une même structure, à part la CISA, mais qui bénéficie de financement par les RS de 60 000 € de coordination, mais pas nécessairement en lien avec le soin. Donc, délégation de tâches, c'est une possibilité, c'est une idée, mais elle doit se faire en collaboration au sein de la même équipe, et pas pour des raisons économiques. Et je terminerai juste par un bel exemple de délégation de tâches dangereuse, qui est l'accouchement en totale indépendance par les sages-femmes pour l'accouchement autosique. Ma femme est sage-femme, voilà, donc j'aime beaucoup les sages-femmes, et donc on va donner aux sages-femmes l'accouchement autosique à 300 €. Un accouchement, messieurs dames, c'est 300 €. Téléphone portable, c'est 1200, mais un accouchement, c'est 300. Et on va laisser aux gynéco-obstétriciens, à juste titre, l'accouchement dystocique, donc l'accouchement difficile. La dystocie des épaules, l'hématome rétroplacentaire, le placenta prévia, la ligature du cordon. Le problème, c'est que nous, gynéco, chirurgiens, j'étais vice-président de l'Union des chirurgiens de France, et je défends les chirurgiens urologues, on dit, pas de souci, de toute façon, à l'accouchement dystocique, il faut qu'il soit payé 600 ou 700 €. Et l'assurance maladie dit alors, à juste titre, ouais, mais le problème, c'est que à ce moment-là, les accouchements dystociques, ils vont exploser. Parce qu'on n'a pas les critères de qualité et la surveillance particulière qui fait qu'en fait, on n'a plus confiance les uns dans les autres. Mais si demain, on laisse des accouchements simples aux sages-femmes à 300 €, eh ben, il faut que les accouchements compliqués soient payés 700 ou 800. Donc, il faut définir les critères. Dernière chose, la prime d'assurance d'un gynéco-obstétricien va atteindre les 30 000 €, ce qui fait qu'il doit faire aujourd'hui 170 accouchements autosiques pour payer sa prime d'assurance. Donc là aussi, on rentre dans des problématiques où l'entreprise libérale n'a pas les moyens, sauf le secteur 2, d'adapter son tarif. On l'a vu avec l'Octavco, on est rentré dans des logiques économiques où finalement l'assurance aujourd'hui permet aux complémentaires santé de récupérer 300 millions € sur les patients de l'horaire. Donc on est dans les logiques financières qui dominent nos pratiques au quotidien et on n'est pas du tout sur la bienveillance. J'arrête, merci. Merci. L'heure de la pause approche. Et pour clore ce temps de questions, c'est moi qui vais vous en poser. Réponse silencieuse. Ceux de l'assistance qui ont un dossier pharmaceutique, levez la main. Le dossier, le PH, le dossier pharmaceutique. Parlez à votre pharmacien. C'est lui qui le propose. Deuxième question, combien ont un DMP ouvert? Eh bien, le DMP, c'est plein d'espoir, monsieur le directeur, parce que il y a beaucoup plus de droits levés pour le DMP maintenant qu'il y en avait pour le DP il y a 10 ans. Bravo. Allez, vous avez tous mérité d'aller boire un coup.